Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, comment mieux préparer les jeunes aux mutations du monde professionnel. On parlait avec Stéphane Lipiansky, il est directeur des études dans ce think tank baptisé Vers le haut. Il est notre invité, il reviendra sur cette grande journée, cette table ronde autour de ce sujet essentiel. Le cercle RH et les entreprises adaptées. On parle de la situation du handicap travail et handicap. On en parle avec des experts. Christelle Marivin, chargée de mission animation territoriale Île-de-France, Centre Val-de-Loire, Outre-mer pour l'Union des porte-parole des entreprises adaptées au cœur du sujet. Et Laurent Bertuel, il est chef d'entreprise, directeur général et cofondateur de Printer. Ils nous feront partager leur expérience mais aussi leurs engagements. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, femmes aux commandes, entreprises performantes. On a mis un point d'interrogation, on aurait peut-être même dû le retirer. On reviendra sur l'étude passionnante de Marie Congé, spécialiste RH et transformation. Elle a fait un doctorat tout simplement sur ce leadership au féminin. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du rapport entre le milieu éducatif et le monde du travail. Alors pendant longtemps, et on va en parler avec vous Stéphane Lipiansky, vous êtes directeur des études du think tank Vers le haut, créé en 2005 ou 2015 2015 avec des associations, Apprentis d'Auteuil notamment, le groupe Bayard et plusieurs autres. Pour quoi faire? Pour mettre l'éducatif et l'éducation au cœur des sujets, puisque le président de la République souhaite ouvrir une grande convention, je vous vois sourire, sur l'éducation. Oui, c'est pour effectivement, ça part d'une insatisfaction sur la façon dont les sujets éducatifs sont abordés, souvent uniquement sous le prisme scolaire et puis souvent à l'intérieur du prisme scolaire, les programmes, les salaires des enseignants et puis finalement on parle peu de ce qui fait tout le sel de l'éducation, c'est-à-dire des familles, du périscolaire, de l'éducation populaire, de l'insertion pro, et puis voilà, on n'évoque pas tout ce qui fait la richesse du parcours du jeune, et c'est un peu ça que nous on porte. Alors, il y a quelques mois, vous avez, vous et vos équipes, évidemment, travaillé sur un grand thème, le monde du travail, nouvel horizon éducatif, avec un point d'interrogation. J'ai lu cette phrase que j'aimerais que vous me commentiez. Vous souhaitez accroître la diversification des apprentissages, intégrer le faire et pas seulement le savoir. Comment on fait concrètement ? Comment on fait concrètement ? Vous comme moi, je pense qu'on a vécu une scolarité qui était assez passive. On était beaucoup assis et beaucoup à écouter. Et c'est un peu ça qu'on remet en question, avec l'idée concrètement qu'on peut mettre les enfants plus en action et les confronter plus à des situations qui s'assimilent un peu plus à ce qu'ils rencontreront après leur scolarité. Alors ça peut être travailler plus sur des projets en groupe, plus connectés avec les choses qui les intéressent, c'est-à-dire les enjeux d'environnement, les enjeux d'égalité filles-garçons, plus aussi intégrer des enseignements pratiques dans leur cursus. Ce qui manque, vous pointez du doigt ces manques-là en fait. Oui, ce qui manque à l'heure actuelle, en fait on parle de collège unique par exemple, mais le collège unique prépare en réalité uniquement au lycée général. C'est-à-dire que c'est pas si vous vous orientez vers une voie professionnelle ou technique, en fait vous n'y avez pas été, on va dire, initié pendant votre collège. Pas beaucoup d'activités manuelles, pas beaucoup effectivement de travail en groupe, voilà. Stéphane, il y a deux items qui nous intéressent nous ici dans Smart Job, c'est les entreprises doivent pleinement assumer leurs responsabilités éducatives, et puis un autre thème là aussi qui montre cette porosité, ou pas d'ailleurs, le monde du travail doit mieux répondre à sa vocation citoyenne. Alors les dirigeants qui nous regardent vont dire, attendez, nous on est là pour créer de la valeur, produire de la richesse, embaucher, faire en sorte que les gens se sentent bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vous vois sourire. Non, mais parce que j'ai un peu l'impression qu'on se renvoie un peu toujours la balle. Exactement. C'est-à-dire, il faut dire, nous, on sonde chaque année, notamment dans notre baromètre jeunesse et confiance, on sonde des jeunes, des parents et des dirigeants d'entreprise. Et chaque année, de façon récurrente, les dirigeants d'entreprise nous disent les jeunes ne sont pas préparés au monde du travail. Ça, c'est clair. 80% le disent. Bon, dont acte.
eh bien, les entreprises peuvent aussi plus s'impliquer pour des choses très simples. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les entreprises n'accueillent pas des stagiaires, des alternants. Quand ils les accueillent, c'est souvent avec un cahier des charges qui n'est pas très clair sur qu'est-ce qu'ils doivent acquérir au sein de l'entreprise comme compétences, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment développer. Le rôle, par exemple, dans les entreprises, le rôle des maîtres de stage, des encadrants, n'est pas très valorisé. Et qui est un rôle éducatif. Oui, qui est un rôle pleinement éducatif. Exact. Et puis, il y a des jeunes collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise avec des besoins. Par exemple, nous, dans notre baromètre, on a pointé le fait que les jeunes se plaignent finalement de ne pas avoir assez confiance en eux, de ne pas oser prendre la parole, etc. Et on a interrogé les dirigeants d'entreprise pour savoir, est-ce que vous êtes prêts à mettre en place dans votre entreprise, par exemple, des ateliers pour travailler la prise de parole en public, ce qui peut être très utile d'avoir des jeunes collaborateurs qui s'affirment plus. Et ben, très peu sont prêts à le mettre en place dans leurs entreprises. Donc, c'est quelques exemples très concrets de ce qui peut être fait. Merci. Vous reviendrez peut-être nous parler plus largement même des propositions que fera le groupe des 150 citoyens tirés au sort. Je ne sais pas si vous allez être tirés au sort pour débattre de ces sujets. J'imagine que vous serez en première ligne sur ce sujet, puisque le chef de l'État a annoncé un grand débat, une grande conférence citoyenne autour des enjeux éducatifs très larges, horaires, organisation des journées de travail. Je pense que votre think tank vers le haut aura des choses à dire. Merci d'être venu nous rendre visite, Stéphane Lipiansky, directeur des études donc de ce think tank vers le haut. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises adaptées, ces entreprises qui ouvrent grand leurs portes aux personnes en situation de handicap. Comment cela marche ? Comment s'organise finalement le travail, l'organisation du travail dans ces entreprises, comme les autres, faut-il le préciser. On accueille nos invités et c'est le débat de Smart Job. Le débat de Smart Job, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous pour parler aujourd'hui d'un sujet dont on a peu parlé. On parle beaucoup du handicap, de la place des salariés en situation de handicap, mais rarement des entreprises adaptées, ces entreprises qui accueillent des salariés en situation de handicap. L'occasion nous est donnée aujourd'hui d'en parler et de faire un focus sur ces entreprises très importantes, très utiles. Avec moi, Christelle Marivin. Bonjour Christelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes chargée de mission animation des territoires, donc dans un grand territoire, je crois, région Centre, Pays de Loire. Centre-Val de Loire, Outre-mer et Île-de-France. Ah, dites donc, j'avais oublié l'Outre-mer. Donc vous voyagez beaucoup à l'UNEA, l'Union des porte-parole des entreprises adaptées. 57 000 salariés, on verra les chiffres tout à l'heure, concernés. 41 000 en situation de handicap et pour un chiffre d'affaires de plus de 1,8 milliard. Merci en tout cas d'être avec nous pour nous parler de ces entreprises adaptées. Et avec nous un acteur extrêmement concret puisqu'il dirige une entreprise adaptée, Laurent Bertuel. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général et cofondateur de Printer. Printer ou Printer, comme vous voulez. Printer, puisque dans votre cas, c'est la décarbonation des cartouches, entre autres. Entre autres maintenant. C'était le métier sur lequel on s'est créé, mais depuis, on a fait du chemin et on est plus maintenant sur le matériel informatique. Donc vous réparez, vous déconditionnez les ordinateurs. On a un métier particulier qui couvre l'ensemble des métiers de la décarbonation, de la collecte des déchets, au tri, au traitement, au reconditionnement, à la commercialisation et à la valorisation matière. Vraiment le spectre total. Donc c'est le cercle vertueux d'un produit. On essaye. Un mot sur votre histoire et votre parcours, parce qu'auparavant, vous étiez un chef d'entreprise classique. Exactement. Et un jour, vous avez basculé pour créer cette entreprise Printer. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne vient pas par hasard vers ces sujets. Vous avez été touché par la situation, concerné par la situation ? Alors c'est marrant qu'on en parle là parce que c'est extrêmement d'actualité puisqu'on a décidé de faire la bascule d'une entreprise classique qui importait à l'époque des produits chinois et qui distribuait sur le marché français des produits chinois. Et on a décidé d'arrêter ce modèle-là quand on s'est rendu compte que le modèle de distribution du produit chinois, c'était un modèle qui allait toujours vers du moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on cherchait toujours à avoir le produit le moins cher, le moins cher, le moins cher, le moins cher. Et puis en oubliant un peu les valeurs des produits que vous vendez petit à petit. Et on a décidé de faire un virage à 180 degrés où on s'est dit on ne va pas essayer de faire du moins 10 ans, mais on va essayer de faire du mieux 10 ans. Et dans le mieux 10 ans, ça voulait dire
non plus vendre un produit neuf, mais un produit reconditionné. Et ça voulait dire aussi réindustrialiser un processus en France et puis le faire encore mieux avec des personnes en situation de handicap pour avoir un impact social. À quel moment arrive cet élément de se dire, parce qu'il faut préciser que les entreprises adaptées, il faut un minimum de 55% de collaborateurs en situation de handicap. Et ce moment-là, vous vous l'êtes posé. Vous avez évidemment étudié ce qu'était une entreprise adaptée. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé ? Mais nous, c'est la volonté d'avoir un modèle le plus responsable possible, et donc l'étude, et puis la présentation et la découverte du modèle de l'entreprise adaptée, avec tout ce qu'elle engendre, ce dont on va parler. Christelle, vous faites l'animation des territoires, donc vous accompagnez celles qui sont déjà engagées dans le processus, c'est-à-dire je dirais ceux qui participent à la vie de l'UNEA, mais il y a aussi ceux qui hésitent et qu'il faut convaincre. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur présente déjà le modèle en expliquant que voilà, c'est un modèle à dimension sociale, avec une dimension économique importante, puisqu'il faut qu'elle soit viable économiquement sans les subventions des services de l'État. Même s'il peut y avoir des subventions. Il y a forcément au moins une subvention, puisque qui dit agrément dit forcément investissement de la part de l'État. Donc il y a à minima une subvention au moment de la création. Et ensuite, ce sont des business qui se discutent avec les services de l'État pour demander des subventions supplémentaires sur les années suivantes. Quelques mots quand même sur l'aménagement. On a dit 55%, ça c'est, je dirais, le cadre général. On aménage le poste, on fait en sorte que la personne ait une situation aménagée puisqu'elle a un handicap, donc il faut l'adapter au poste. Comment on fait là concrètement ? Et je vous poserai la question parce que vous êtes concerné très directement. Alors, il faut déjà savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Sur 12 millions de personnes en situation de handicap, il y en a presque 4 millions qui sont, 1,5 million qui sont en situation invisible. Non, plus 80% des handicaps sont invisibles. Donc l'aménagement, c'est donc l'inverse. C'est l'inverse. C'est plus de 8 millions de personnes Exactement. en situation invisible. Et donc du coup, l'aménagement du poste n'est pas forcément un aménagement matériel, par exemple pour une personne à mobilité réduite. On est aussi dans l'aménagement du temps de travail. C'est ça. Ça rentre aussi dans cette forme. Ça, c'est négocié dès le départ avec l'employeur. Je vais vous poser la question, Laurent, mais c'est un cadre d'un droit du travail aménagé ? Les subventions que versent les services de l'État aux entreprises adaptées permettent justement d'organiser le travail dans l'entreprise pour compenser la moindre productivité qui existe du fait de l'emploi des personnes en situation de handicap. Laurent Bertuel, vous êtes chef d'entreprise et donc vous êtes là pour créer de la valeur. C'est le propre d'une entreprise. Cet enjeu-là, d'une petite baisse de productivité, d'une difficulté de produire comme vous le souhaitiez ou le souhaitez, vous l'aviez intégré dès le départ, ça ? On l'avait intégré dès le départ. On savait que le process qu'on allait mettre en place, il allait intégrer cette petite particularité de l'entreprise adaptée d'embaucher des personnes qui allaient être, sur le papier en tout cas, différentes. Et à nous, notre job à nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte, c'est ce qu'on nous demande dans l'entreprise adaptée. Il ne faut pas oublier quelque chose. L'entreprise adaptée, c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans l'entreprise adaptée avec des CDD tremplin, de plus en plus, un nouveau type de contrat dédié à l'entreprise adaptée qui fait que quand vous intégrez l'entreprise adaptée, il faut que ce soit un tremplin vers une entreprise du milieu ordinaire. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Pour une partie des salariés. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Pas toujours pour une ça. partie des salariés. On est d'accord. Pour une partie des salariés. Et donc voilà. Donc nous, on a intégré cette nouvelle donne de l'entreprise adaptée. Ça, c'est assez récent. Ça fait 2018. 2018. Voilà. Vous, je m'excuse, mais vous avez des postes assis. Quand on reconditionne ou déconditionne un ordinateur, on est assis. Comment ça se passe, les salariés qui sont avec vous ? On a tout type de postes. Où il y a de l'assis, il y a du debout, il y a de l'assis debout. On essaye de s'adapter au handicap pour faire en sorte que le poste puisse être le plus productif possible. Question à vous deux, le droit du travail tel qu'il s'applique pour un salarié ordinaire, il s'adapte de la même manière pour un salarié en situation de handicap. Les entreprises adaptées sont des entreprises du milieu ordinaire. Mais je parlais du droit du travail. C'est le même. On est d'accord. Simplement, vous négociez des horaires. Peut-être un salarié vous dit, moi, au bout de 5 heures, en position assis debout, je suis trop fatigué. Exactement. Et ça, on l'aménage. Et on peut l'aménager. Nous, on a été un peu plus loin. On a décidé de mettre en place la semaine en 4 jours. Cette semaine en 4 jours. Pas 2-4 jours, hein, prenez bien soin de... En 4 jours, c'est pour ça que je pense que la semaine en 4 jours, elle permet aux salariés d'avoir un jour de semaine disponible. Ce jour de semaine disponible,
il leur permet de prendre rendez-vous chez les médecins, il leur permet d'avoir un 3e jour de week-end, il leur permet de se reposer mieux. Voilà. On a été un peu plus loin sur le modèle en allant sur la semaine en 4 jours. Christelle, dans les arguments qui pourraient donner envie aux entreprises qui sont réticentes, qui sont hésitantes, qui ne connaissent pas le dispositif, dans la situation de pénurie de main-d'œuvre, sans avoir aucun cynisme, il y a tellement aujourd'hui de personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Quand on voit le taux d'emploi qui a légèrement progressé, mais qui reste assez faible, il y a quand même une piste à creuser là quand même sur ce sujet. Alors, il y a une piste à creuser, mais pour autant, il ne faut pas être non plus s'imaginer que dans l'entreprise adaptée, c'est facile parce qu'il y a des personnes en situation de handicap au chômage. On a autant de difficultés à recruter qu'une entreprise dite classique. Il y a aussi de la pénurie de main-d'œuvre, même si le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui clairement de la population. le double. Mais il y a des freins. Qu'est-ce qui fait que vous peinez à embaucher alors qu'on nous dit, je pense à la GFIP, qui porte des chiffres souvent un peu alarmants, on dit le taux d'emploi a progressé mais faiblement. Pourquoi ça bloque ? Je ne sais pas, mais ça c'est une généralité dans toutes les entreprises adaptées. Toutes les entreprises adaptées du territoire vous diront que leur principale difficulté, c'est le recrutement. Voilà. Qu'on soit précis, le recrutement de personnes en situation de handicap. Le recrutement de personnes en situation de handicap. Mais il y a des freins, c'est quoi ? La personne vous dit j'habite trop loin, j'ai pas de mode de transport. Ce qui est on entend souvent, c'est un des éléments, ça ? C'est un élément, comme il y a les éléments qui font qu'aujourd'hui il est difficile de recruter. Tous ces éléments-là sont présents dans le recrutement des personnes handicapées. Et puis, vous avez des éléments supplémentaires qui sont liés aux conditions de travail, qui sont liés à la santé, et qui se rajoutent et qui compliquent d'autant plus la difficulté à recruter. Christelle, vous confirmez que le recrutement est difficile dans l'ensemble du secteur. Oui. 800 entreprises aujourd'hui, 57 000 emplois. Oui, exactement. Est-ce qu'on est dans une progression du nombre d'entreprises ? Est-ce qu'on est dans un chiffre stable ? Non. On en est où là ? On est dans une progression puisqu'entre 2005 et 2025, il y a eu 40% de création d'entreprises adaptées. Alors 2005, c'est la loi handicap qui a permis de développer ces entreprises adaptées, loi Marianne Monchamp. Et donc en 20 ans, on a un doublement de la taille des entreprises, enfin du nombre d'entreprises adaptées, en tout cas sur le territoire. Donc oui, il y a des créations de structures, il y a aussi des fermetures, comme dans la vie de toute entreprise, on a aussi des structures qui ferment. Mais on est aussi sur une augmentation du nombre d'emplois de personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées. Donc ça progresse. C'est un modèle qui parfois peut faire peur parce qu'il y a un tuteur qui est l'État et auquel il faut rendre des comptes puisque ce sont des subventions publiques. Et donc, il y a des comptes à rendre au service de l'État. Comptes à rendre sur les conditions de travail, sur la manière dont on l'accueille. Sur l'utilisation des fonds, donc dans l'accompagnement social et professionnel des collaborateurs. Donc vous dites que ça fait un peu de paperasserie pour le chef d'entreprise. Il y a un peu de paperasse pour le chef d'entreprise. Non, j'ai dit un peu, je pense que c'est beaucoup. Vous avez des dossiers et des suivis, de l'accompagnement qu'il faut mettre en place. L'État nous donne de l'argent, en partie. Il faut justifier... Qui vient compenser, enfin en tout cas... le manque de productivité. Voilà, et une partie du salaire. Et qui vient aider les entreprises adaptées à être plus compétitives sur des secteurs qui sont parfois les mêmes secteurs que des entreprises qui ne sont pas entreprises adaptées, qui ne sont pas aidées. Et donc, ces moyens que nous donne l'État, eh bien, il faut les mettre en place pour faire ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire mettre des personnes en situation de handicap au travail, en entreprise, et éventuellement les faire sortir. Et il y a un accompagnement total entre l'accueil, l'accompagnement, la formation, le suivi, qui peut être un suivi en termes de travail en lui-même, mais aussi un suivi social. On a un suivi social. Donc vos managers doivent être formés quand même à une écoute au-delà de l'aspect productivité, à la capacité de pouvoir accueillir tout ça. Alors les managers, oui, on essaye de les former, mais au-delà de ça, vous avez des conseillers d'insertion professionnelle, vous avez une assistante sociale présente dans l'entreprise, vous avez des services supplémentaires. Ça, c'est des obligations liées à l'entreprise adaptée ou c'est vous qui les avez rajoutées en plus ? C'est une obligation. Obligation. Oui. D'accord, donc pour chacune entreprise, il faut avoir ce dispositif. Il doit y avoir en tout cas l'identification d'une ou plusieurs personnes des référents en charge de l'accompagnement social et professionnel du collaborateur. Mais vous, aujourd'hui, ma question va vous paraître un peu bébête, mais vous regrettez ou vous êtes totalement engagé dans ce que vous avez choisi et dans le pivotement de votre entreprise ? Je crois que quand vous choisissez dans l'entreprise adaptée, vous ne pouvez pas le faire à 2%. Okay. Nous, notre vocation première, c'était de faire du recyclage. C'était comme ça qu'on a créé la société. Quand on a décidé de se tourner vers l'entreprise adaptée, on ne s'est pas dit qu'on le faisait à 15%, on le fait à 100%. Vous êtes engagé dans l'entreprise adaptée. Ça devient
aussi important que votre métier de base. L'engagement, l'accompagnement de personnes en situation de handicap, la création de valeur autour de tout ça. Et on dit souvent ça dans l'entreprise adaptée, c'est que c'est une réponse économique à un problème social. Le problème social, c'est l'embauche des personnes en situation de handicap. L'entreprise adaptée, c'est la réponse économique et qui est faite pour ça. C'est-à-dire que tout est Donc en c'est un place bel dans outil. l'entreprise adaptée. Ouais. C'est un outil magnifique. Mais il faut qu'il soit exploité. Il faut garder en tête qu'on doit tous être compétitifs et c'est la question qu'on que doit avoir un accompagnement social qui doit être exemplaire à mes yeux. Comment vous vous situez sur le marché ? Parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont dans des entreprises dites ordinaires et qui recyclent, qui recomposent l'ordinateur et qui vendent la même chose que vous. Comment vous vous positionnez en termes de pricing, en termes de positionnement marché ? Aujourd'hui, l'entreprise adaptée, dans sa globalité, est compétitive avec le marché. D'accord. Elle est pas mieux, elle est pas. Ça dépend des secteurs d'activité. C'est ça. Après, je connais pas tous les secteurs d'activité, mais voilà, il y a certains secteurs d'activité aujourd'hui qui sont plus accompagnés parce que entreprise adaptée, parce qu'entreprise d'adaptation, parce que chantier d'insertion, parce que vous avez une multitude d'outils qui peuvent aider l'accompagnement social en France et qui sont présents sur le marché. On a bien distingué des ESAT, on est bien d'accord. Non, mais il faut préciser parce que parfois il y a une confusion, on ne l'a pas dit dès le début, mais les entreprises adaptées et les ESAT, et c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Médico-social avec les Nous sommes d'accord. Le modèle n'est pas le même. C'est pas le modèle. Il est moins orienté Production, productivité, business, voilà. Évidemment. Beaucoup plus orienté social. La répartition, avant de nous quitter, Christelle, des secteurs, parce qu'il y a quand même des métiers qui sont plus appropriés à des personnes en situation de handicap, sans rentrer dans des clichés. Enfin, je veux dire, il y a des métiers qui ne sont pas du tout adaptés. En fait, les entreprises adaptées, ça représente 250 activités. Donc elles sont sur toutes les typologies. Ça, c'est intéressant. Ça va de l'espace vert au retraitement des déchets, à l'informatique, à l'événementiel. Donc en fait, vous cherchez un partenaire, il faut regarder chez les entreprises adaptées, vous êtes quasi sûr de trouver un partenaire économique. Avant de nous quitter, on va sur votre site Lunéa et on a, j'imagine, il y a les offres. Il y a un annuaire. Des entreprises. Il faut quand même repasser par les entreprises pour savoir si Laurent cherche des employés. Vous en cherchez d'ailleurs là aujourd'hui ? Tout le temps. Tout le temps. Bien sûr. Donc là, vous allez sur le site Printer. Et vous avez peut-être offre... N'hésitez pas à nous faire parvenir vos CV. En répartition, 55% de collaborateurs en situation de handicap sur un effectif de combien ? On est 160 personnes aujourd'hui. 160, donc un peu plus de quoi 85 personnes en situation de handicap. Exactement, autour de ça. D'accord. Et le reste, ce sont des salariés dits ordinaires Exactement. ou en handicap invisible aussi pour certains. Exactement. Ou qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais qui n'est pas prise en compte de l'effectif, ou qui RQTH. sont enfin, ou qui voilà. C'est ça, hein, c'est la reconnaissance Exactement. RQTH. Juste, on n'a pas le temps, mais le handicap invisible, c'est l'autre sujet, puisqu'il y a ceux qui sont reconnus en situation de handicap, puis il y a ceux qui sont en situation de handicap, mais qui ne veulent surtout pas être reconnus. Oui, alors ça, c'est après une affaire liée à la personne et à l'acceptation de la situation de handicap par la personne. Merci à vous deux pour ce débat. C'est la première fois que Smart Job se penche sur les entreprises adaptées, parce que Dieu sait si on a beaucoup parlé de la situation des salariés handicapés et des pénuries de main-d'œuvre. Merci à vous, Christelle Marivine, chargée de mission animation territoire UNEA, partout en France et dans les DOM, parce que vous partez aussi dans les DOM. Et merci à Laurent Bertuel pour son engagement à la tête de l'entreprise qu'il a fondée, Printer, la décarbonation, avec des humains heureux de travailler chez Printer. Il y a des offres d'emploi, allez donc jeter un œil. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du leadership au féminin. C'est un sujet important. La loi est passée, Copé-Zimmermann, la loi Rixin qui est régulièrement venue sur notre plateau. Et on en parle avec vous, Marie Congé. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes spécialiste RH et transformation et j'allais dire conférencière spécialiste de ces enjeux de leadership au féminin, parce que vous avez écrit une thèse professionnelle à Sciences Po, justement sur ce leadership au féminin, en ayant plusieurs casquettes de chercheuse et de journaliste. Vous allez nous en parler, mais un petit mot quand même pour que ceux qui nous écoutent comprennent qui vous êtes. Vous avez, avant d'arriver à cela, eu un parcours professionnel de femme manager, qui vous a peut-être donné quelques guides déjà. Tout à fait, effectivement. Moi, j'ai effectivement travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine des médias, l'audiovisuel en particulier, dans l'international, où il s'agissait effectivement de s'occuper de la distribution et de l'export de programmes en encadrant des personnes, en gérant des équipes, en étant donc moi-même manager. Donc j'étais effectivement très familière de tous ces sujets.
Cette thèse, cette thèse professionnelle, c'est important de le préciser, elle révèle des choses qu'on savait mais que vous mettez en lumière aussi à travers les interviews, les témoignages que vous révélez. Ça avance, mais ça avance trop lentement encore. C'est un peu la grande conclusion de votre travail. Complètement, effectivement. On parle souvent de diversité. Moi, je préférerais plutôt parler d'équité. 48% de la population active est constituée de femmes. Donc, il s'agit effectivement de faire progresser les choses. On avance doucement, mais aujourd'hui encore, on se rend compte que seulement 4 femmes sont à la tête d'une entreprise du CAC 40. Donc, il y a des progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais qu'est-ce qu'elles vous ont raconté, ces femmes qui ont des postes à responsabilité, dont les verbatims sont restés anonymes, je le précise. Qu'est-ce qu'elles vous disent de leurs difficultés, de ce fameux plafond de verre? Ce plafond de verre est toujours là. Il petit à petit diminue, mais il est quand même toujours là. Ce qui ressort principalement, c'est qu'effectivement, il y a un leadership féminin qui est caractérisé, très souvent avec des spécificités plutôt féminines dans tout ce qui concerne le bien-être, la communication ou l'écoute, versus une certaine assertivité qu'on peut donner aux hommes. Mais effectivement, ça progresse. Néanmoins, il y a toujours ce plafond de verre qui s'associe d'ailleurs très souvent aussi à ce fameux syndrome de l'imposteur, cette autocensure, effectivement, les 200 boîtes en fait. À elle-même, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes aujourd'hui conférencière, vous accompagnez ces femmes dans des programmes de formation. Qu'est-ce qu'on doit déverrouiller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut agir à 3 niveaux principaux. Principalement, effectivement, au niveau individuel, chacun, effectivement, a tendance à devoir travailler sur tout ce qui concerne, effectivement, les biais, ces fameux stéréotypes que l'on a chacun d'une manière individuelle. Deuxièmement, aussi, au niveau organisationnel, les entreprises se doivent de travailler sur ce sujet. Les horaires, la flexibilité. Exactement, adapter certaines, effectivement, conditions de travail et puis travailler sur tout ce qui est culture d'entreprise pour faire en sorte aussi que la féminisation des instances dirigeantes progresse, puisque c'est une source de compétitivité, c'est une vraie création de valeur. Ça, vous le dites et vous y tenez beaucoup. Exactement. C'est pas un gadget, c'est pas pour faire beau. C'est bon pour l'entreprise. Effectivement, il y a des questions morales et éthiques ou réglementaires derrière, mais c'est avant tout une question vraiment de compétitivité et de création de valeur pour les entreprises. Avoir des femmes dans les instances de direction, ça permet effectivement de gagner en termes de valorisation financière, en termes par exemple de diminution des risques de faillite qui peuvent par exemple être réduits de moins 20%. Tout ceci, effectivement, ce sont des choses que j'ai montrées dans mes enquêtes et qui progressent et sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer. Donc vous avez à la fois de la sociologie, mais aussi du diagnostic universitaire de chercheuse qui a travaillé sur les ouvrages, qui a construit une pensée. Les entreprises sont en retard, elles ne vont pas assez vite sur ce sujet-là. On en parle beaucoup et j'ai le sentiment qu'on parle plus qu'on agit. Effectivement, elles ne vont pas assez vite, d'où ces fameux quotas. Vous parliez notamment de la loi Rixin qui va rentrer en vigueur dès l'année prochaine. Comex. Exactement, voilà, 30% puis 40% de femmes dans les COMEX. Évidemment, ça ne va pas assez vite. Toutes les interviewées le disent, elles ne sont pas pour les quotas, mais ça reste un mal nécessaire aujourd'hui pour faire avancer les choses. Donc les quotas restent quand même un outil, un levier. L'affirmative action, vous savez, c'est le mot qui fait très peur, reste un levier positif pour faire monter les talents féminins. C'est bien ça le sujet. Pour aller plus vite, effectivement. Et c'est le troisième axe que je voulais développer. Pour pouvoir agir, il faut agir au niveau de la société et faire en sorte qu'il y ait toujours cette sensibilisation du public et aussi ces aspects réglementaires. Merci Marie Congé de nous avoir rendu visite à l'origine de cette thèse professionnelle sur le leadership au féminin avec des conférences et avec des formations, faut-il le préciser. Merci de nous avoir rendu visite, nous sommes très en retard. Merci à l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci évidemment à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.